J'ai commencé ma carrière en tant que chanteuse lyrique. Ensuite, j'ai bifurqué vers la direction de chœur et la direction d'orchestre. Ensuite, j'ai vu le bien que la musique faisait sur les personnes et j'ai donc décidé de voir pourquoi la musique avait autant d'effets sur les êtres humains. J'ai donc fait un master de musicothérapeute suivi d'une formation de neuromusicothérapie avec Michael Toth, un neuroscientifique, des States. Et finalement, je me suis beaucoup intéressée aux personnes souffrant de troubles du spectre autistique. C'est comme ça qu'il faut dire à présent. Avant, on disait autiste, mais maintenant, il faut dire personnes souffrant de troubles autistiques. Et à présent, je forme aussi des professeurs de conservatoire de toute pratique musicale d'ailleurs. Pas seulement, moi je joue du piano et je suis professeur de piano pour ces personnes-là, mais ça peut aussi être des professeurs de violon, de harpe, de danse même. Donc pour les professeurs qui souhaitent accueillir justement ce type d'élèves dans leur classe, dans des conservatoires ou des écoles de musique. Voilà, ce qui est très intéressant à savoir, c'est que quand Léo Kanner, en 1940, pour le premier, a utilisé le terme autiste pour différencier 11 de ses patients de la schizophrénie infantile, il a noté des caractéristiques sur ces 11 adolescents, je crois, mais il a tout de suite perçu aussi que ces 11 patients adoraient la musique. Et un peu plus tard, il y a d'autres professeurs, d'autres recherches qui ont été menées et on a pu voir que les personnes autistes étaient repliées, très centrées sur elles-mêmes, d'où le mot autisme, parce que ça vient du grec soi-même en fait. Elles parlaient peu, il y en a beaucoup qui sont non-verbaux, qui ne parlent pas du tout. Toutefois, il semblait aussi ne pas éprouver beaucoup de sentiments quand ils voient les personnes. Et pourtant, on leur a fait écouter des musiques. Et lorsqu'ils écoutent des musiques, ils peuvent montrer si ce sont des musiques tristes ou gaies. Le professeur Heaton et son équipe ont fait entendre toutes sortes de musiques aux autistes qui ne peuvent pas voir les sentiments sur le visage d'une personne. Toutefois, en entendant ces musiques, ils pouvaient dire si c'était des musiques tristes, gaies, joyeuses, pour danser, pour pleurer. Donc ça nous a fait dire que dans la musique, ils perçoivent l'émotion. Et comme ils aiment tous la musique, on s'est dit que c'était un excellent moyen de les accompagner, verbaux ou non verbaux d'ailleurs. Et je pense qu'on a eu raison parce que depuis Kanner en 1940 et Heaton en 1999, la science a beaucoup évolué. Et maintenant, grâce à la neuroimagerie, on a vu que dès qu'un enfant fait de la musique, alors qu'il ait des troubles autistiques ou pas, très rapidement, après une pratique musicale, il y a des connexions qui changent dans le cerveau et en plus, on voit que chez des personnes autistes, il y a une très nette amélioration de l'interaction sociale avec la musique. Ils n'expriment pas ce besoin dans un premier temps. Toutefois, tous les élèves que j'ai vus, euh, apparemment, ils ont quand même fait comprendre à leurs parents qu'ils étaient intéressés par un instrument. Ou alors c'est les parents, ou les pédopsychiatres d'ailleurs, qui incitent fortement les parents à essayer la musique, puisque maintenant c'est assez connu, les pédiatres savent que les autistes aiment beaucoup la musique, et donc on essaye la première fois, et toutes les personnes que j'ai vues, dès qu'ils voient un piano, puisque moi c'est le piano surtout, eh bien ils s'assiedent devant le piano et ça les intéresse. Et donc ils ne demandent pas à être accompagnés dans un premier temps. Toutefois, quand on est assis à côté d'eux, qu'on leur montre certaines choses, qu'on joue avec eux, eh bien, au fur et à mesure, on voit qu'un lien se crée entre le thérapeute et l'enfant, ou l'adulte d'ailleurs, et ce lien va devenir de plus en plus fin et subtil. Et même avec des personnes qui ne parlent pas, on peut très bien développer une autre sorte de communication pour faire passer des choses et leur apprendre des choses. Ou que eux nous apprennent aussi des choses. Un petit autiste qui ne parle pas du tout, il joue du piano, je l'accompagne, généralement je joue la main gauche et je joue la main droite. Dès que je m'arrête, il reprend mon poignet, il le remet sur le clavier,
qu'il veut très bien, ce qu'il veut vraiment dire, continue. Ne t'arrête pas. Ou, ou des autistes qui tout à coup partent dans un grand éclat de rire, ils rient, on voit bien qu'ils sont contents, quoi. Ils demandent d'autres choses. Et d'ailleurs, il n'est pas rare d'avoir des autistes ou d'autres personnes qui souffrent d'autres troubles du spectre autistique qui ne parlent pas du tout et qui, grâce à une pratique instrumentale, vont commencer à parler. J'ai pour exemple Christian Scott, qui est un grand violoniste, qui n'a pas parlé jusqu'à l'âge de 15 ans et qui a commencé à parler parce qu'il s'est intéressé à la tétralogie de Wagner, tout particulièrement, et qui, grâce au dialogue wagnérien, a compris à quoi servait la prosodie et à quoi pouvaient bien servir tous ces sons qui sortaient de nos bouches et qui ne comprenaient pas du tout avant la musique. Ce qui est très difficile avec les personnes du trouble autistique, c'est que généralement, ils ont une très très mauvaise perception de leur corps. Dans la petite enfance, on a l'impression que dans la petite enfance, il y a des étapes qui n'ont pas été bien passées. Si tu vois les étapes de neurodéveloppementales de Piaget, par exemple, on a l'impression qu'il y a certaines phases qui se sont mal passées et qu'ils ont une très mauvaise image de leur corps. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début, il faut surtout leur faire comprendre qu'ils ont 2 mains et 10 doigts. Donc, ça passe en tout cas par de longs massages des mains, en nommant tous les doigts, en massant bien l'intérieur de la main aussi. Et il faut d'abord qu'ils comprennent qu'ils ont déjà ça pour jouer d'un instrument. Et ça, bien évidemment, un prof de conservatoire qui peut être un merveilleux pianiste ou guitariste, il n'a peut-être pas idée de faire ça. Tu vois. Si tu leur demandes de jouer quelque chose comme ça, et si ton pauvre élève n'a même pas conscience d'avoir 2 mains, ça devient très difficile. Donc il y a vraiment des étapes progressives à passer. Et brusquer à ce qu'il y ait une espèce de ritualisation de la leçon. C'est très important pour eux d'être rassurés, ils ont très peur des changements, et donc il va falloir faire très attention à bien ritualiser le cours. Il y a une espèce de rituel de début. Pour moi, c'est le massage des mains, on commence par ça. Après, peut-être que lui laisser un petit temps pour qu'il joue sur le clavier. Après, peut-être qu'on peut inventer avec la personne une petite chanson de bonjour, comment tu vas aujourd'hui, enfin, quelque chose comme ça. Et seulement après, une fois que ces 3 premières phases auront eu lieu, eh bien, l'élève pourra passer à autre chose. Et s'il n'y a pas ces 3 phases qui vont être construites pour lui donner une impression de sécurité et de bien-être, les autres phases ne vont pas pouvoir se passer. Pareil, à la fin du cours, il faut bien veiller à ce que toutes les fins de cours soient parfaitement pareilles, bien planifiées. Un point de contrôle, c'est est-ce qu'il a bien compris la consigne. Par exemple, j'ai eu un petit élève qui voulait bien jouer avec ses 4 doigts, mais qui ne voulait pas utiliser les pouces. Très souvent, les autistes, une fois qu'ils ont bien conscience d'avoir des mains, ils ont des grosses difficultés à penser qu'ils ont des pouces aussi. Et le cours d'après, mon petit autiste de 6 ans, eh bien, il a commencé à jouer qu'avec les pouces. Alors, il ne parle pas, mais ça, c'est vraiment un message pour dire, Martina, écoute, j'ai bien compris que tu voulais aussi que je joue avec les pouces. Alors là, pour le coup, pendant un cours, il n'a joué qu'avec les pouces, pour bien me montrer qu'il avait compris et qu'il voulait faire comme je voulais. Je trouve ça absolument adorable, tu vois. Ouais. Et en plus, il arrive en courant, il joue tout de suite avec Heureux. ses pouces pour te dire, ah, j'ai pas oublié, hein, voilà. Et il y a des tas de points comme ça qui pourront me permettre de voir aussi, euh, j'ai des grilles d'évaluation aussi, par exemple, des autistes qui ont beaucoup de mal à regarder les gens dans les yeux. Eh bien, s'ils sont contents, je vais noter que durant le premier cours, il m'a regardé une fois dans les yeux et puis plus. Et puis le deuxième cours, 2, 3 fois. Et puis le quatrième cours, il fait un sourire. On n'a pas besoin de mots, finalement.
pour établir une relation. Et surtout pas devant un piano, où on peut aussi avoir une communication musicale, c'est-à-dire je joue une petite phrase de 3 notes, il répond 3 notes, je rejoue quelque chose, il rejoue quelque chose, on peut dialoguer comme ça aussi. Par exemple, je travaille dans un ou une femme, je ne sais plus comment on dit maintenant, un foyer d'accueil médicalisé avec 30 autistes adultes et je n'ai pas pu y aller pendant tout ce temps. Donc, on a mis en place de petites séances visio. D'habitude, je travaille avec des groupes, donc cet établissement. Là, on a travaillé un à un parce que c'est trop difficile en groupe. Et là, il s'est passé des choses très intéressantes parce que j'ai eu des autistes qui ne parlent pas, qui ont bien été obligés à me demander des choses avec la voix, du coup, ou avec des dessins ou des pictos. Et donc, finalement, ça a eu un impact assez positif. Un autiste qui ne parle jamais et qui, là, ben, se sentait obligé, en me voyant, de m'expliquer différemment, de trouver un autre moyen pour communiquer avec moi, pour me demander telle ou telle chanson, tel ou tel morceau. Et bien, honnêtement, ça n'a pas été que négatif. D'accord. Ouais, ça poussait en fait à développer d'autres compétences. Ben oui, pour nous Pour déjà, nous. la découverte de tous ces nouveaux moyens de communication, mais pour eux aussi, ils ont été c'était rapide en fait pour eux de comprendre qu'il fallait changer. Et même avec certains de ces patients ou élèves, je vais garder des liens visio parce que finalement, ça se passe mieux en visio qu'en présentiel. Pas pour tout le monde, mais à ma grande joie, les autistes eux-mêmes ont demandé aux parents de faire des petites vidéos de eux qui jouent au piano pour m'envoyer. Donc il y a eu quelque chose de nouveau qui s'est créé, qui était très positif. Je sais que dans certains conservatoires, maintenant encore, on est obligé de porter des masques. Il y a des écoles de musique où on ne peut plus jouer sur le même piano que l'élève. Donc il y a deux claviers l'un à côté de l'autre et une espèce de paroi en plexiglas au milieu. Entre le système avec le plexiglas, les deux claviers et les masques, et un système en visio, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est moins angoissant pour eux? Je ne suis Oui. pas persuadée que les deux pianos et le plexiglas, ça va les rassurer, hein. Je pense que pour eux, c'est encore plus angoissant. En fait, toutes les personnes présentant des troubles du spectre autistique avec qui je travaille ont une bien meilleure notion du temps que nous. J'ai C'est-à-dire. l'impression qu'ils ont une espèce d'horloge interne, mais c'est très précis. J'ai des élèves, le cours commence à 17 heures, il ne commence pas à 16h59. Visuellement, visuellement, si vous imaginez 16h59 et 17 heures, pour nous, il y a une minute de différence, mais pour eux, c'est énorme. 1, 6, 5, 9, ça n'a rien à voir avec 1, 7, 0, 0. D'accord? Et donc, pour eux, cette notion du temps est bien plus précise que pour nous. Il faut surtout pas changer l'horaire habituel. Pour eux, ça les perturbe énormément. Mais sinon, ils ont une très très bonne notion de mon cours, il dure une demi-heure, il commence à 17 heures, il se termine à 17h30. Ça, pour eux, c'est beaucoup plus important que pour nous. Moi, j'en connais quelques-uns, ça fait plus de 10 ans que je les suis. Et les liens sont très très forts. Et il faut dire aussi que, en fait, ils ont un cerveau, un très bon cerveau, mais ce n'est pas câblé comme le nôtre. Donc, il faut juste arriver à trouver des moyens pour que l'information passe de cerveau à cerveau un peu plus différent. En tout cas, ce qu'ils ont de mieux que nous, c'est une bien meilleure mémoire que nous
Et donc, vous les avez vus. C'est pour ça que la plupart des enfants autistes ne travaillent pas en dehors des séances. C'est très rare qu'ils travaillent chez eux, puisque finalement, le travail doit rester dans le lieu avec moi, enfin avec la thérapeute, et généralement sur le même instrument, etc. Mais n'ayez crainte, parce que ce que vous avez dit il y a une semaine, ils s'en souviennent parfaitement. Et des fois, je ne vois pas, il y a certains petits autistes, je ne les ai pas vus pendant 3 4 mois. Quand on se retrouve, c'est comme si c'était hier. Ouais. Ils ont une notion très différente du temps. Un autiste de haut niveau, c'est un autiste canaire, mais qui a un QI normal, de normal à bon. Et les Asperger, normalement, il y a beaucoup d'Asperger qui ne sont pas du tout diagnostiqués. Justement, c'est très difficile de savoir combien il y a d'Asperger exactement parce qu'ils ne sont pas diagnostiqués, surtout les filles ne sont pas diagnostiquées. Ouais. Et finalement, elles se débrouillent plutôt pas mal. On les trouve un peu bizarres, mais elles finissent par avoir un boulot et ça passe très bien. Mais un Asperger, c'est hyper compliqué parce que généralement, il refuse, par exemple, il va refuser, il va dire non, mais moi, le solfège, j'en ai pas besoin, ça, j'en ai pas besoin. Et donc là, ma tâche va être, moi, de lui faire comprendre qu'il en a besoin, mais sans l'imposer. Tu vois, c'est un peu plus compliqué. Mais après, ça se passe très bien, mais ils ont vraiment une autre façon de penser. Là, pour expliquer pourquoi dans tout accompagnement musical, les 3 accords principaux, c'était la tonique, la sous-dominante et la dominante, et ben, j'ai raconté carrément l'histoire de Pythagore, quoi. Sans Pythagore et les calculs de Pythagore, je n'allais pas y arriver, j'étais sûre que... Et Pythagore, ça a marché. Ça, ils comprennent. Ouais. Il faut vraiment aller à la base de tout, quoi. Et le pourquoi. Ouais. Il faut pas, il va jamais vouloir apprendre quelque chose dont il n'a pas bien compris le sens. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que ça va lui apporter?